Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. C'est une page politique qu'on va ouvrir, puisqu'on va parler de politique de la ville. On va dire que pour une fois qu'on parle de la gestion de la cité, ça va être un peu différent. C'est un sujet d'actualité qui va occuper les prochains jours. Joanna Mdouama, adjoint au maire de Saint-Louis, va nous dire pourquoi dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Joanna Mdouama. Donc, j'ai dit adjointe au maire donc à Saint-Louis et également conseillère régionale dans la majorité de Didier Robert. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Ramoudou et bonsoir aux Réunionnais qui nous regardent. Alors, c'est bleu, on va commencer par ça, bleu, blanc, zèbre. Je me suis toujours posé la question, ça signifie quoi finalement? Alors, bleu, blanc, zèbre, donc c'est un mouvement dans lequel je me suis engagée récemment. C'est un mouvement qui est un peu différent des autres dans le sens où c'est un mouvement citoyen qui a vocation à dépasser les partis politiques, qui a vocation à dépasser toutes les étiquettes et à rassembler non pas ceux qui ont l'habitude d'être mis en visibilité, d'être dans les grands discours. Bleu, blanc, zèbre, la démarche, c'est de viser ceux qui sont dans l'action, qui sont concrètement engagés sur le terrain, et notamment dans les quartiers populaires, et qui essayent, avec les moyens du bord, de faire avancer leur quartier, d'impliquer les habitants dans la gestion de la cité, comme vous venez de le dire. Donc c'est en ce sens que j'ai voulu m'engager à Bleu Blanc Zèbre, moi qui suis moi-même issue des quartiers populaires de Saint-Louis. Alors, le bleu-blanc, on va dire que ça, c'est pour le drapeau national. Oui. Zèbre, qu'est-ce que le zèbre symbolise à ce niveau-là? Le zèbre, il symbolise justement toute la diversité. Et à La Réunion, ça nous parle d'autant plus qu'on est une terre multiculturelle. Le zèbre, c'est aussi la liberté, c'est la capacité d'adaptation. Le zèbre, il porte en lui toute cette volonté de faire bouger les lignes de manière différente. Il porte en lui cette image de se dire, on ne va pas attendre la liberté, c'est ne pas attendre d'en haut qu'on nous dise quoi faire, mais depuis le bas, depuis le terrain, essayer de proposer quelque chose et d'amener un nouveau souffle, notamment dans cette politique de la ville. Mais quand on regarde, quand on est à l'extérieur, quand on regarde, comment voir les signes que ça signifie la politique de la ville? Parce que quand on parle de politique de la ville, le zèbre, c'est dans la savane, euh, on allait dire, est-ce qu'il y a une jungle urbaine aujourd'hui à conquérir? L'image, elle est juste, Monsieur Ramoudou, parce que vous venez de le dire, la politique de la ville aujourd'hui, quand on en parle, le Réunionnais qui nous écoute, est-ce qu'il sait véritablement ce que ça signifie? La politique de la ville, son souci aujourd'hui, c'est que c'est un dispositif qui reste trop technocratique, trop administratif, alors qu'en face, il y a une réalité, Il y a et cette aussi, réalité, c'est la jungle urbaine dont vous parlez. C'est le mot peut-être un peu fort, mais c'est des quartiers en souffrance, des mamans isolées qui ont beaucoup de mal à faire grandir leurs enfants. C'est la réussite qui n'est plus au rendez-vous, même si on essaye de s'en sortir. J'ai eu cette chance, moi, étant issue des quartiers populaires, de bénéficier de l'ascenseur social et de pouvoir accéder à des responsabilités aujourd'hui. Maintenant, on est en 2018, quand on vit dans les quartiers populaires, même si on essaye de s'en sortir, il y a encore trop de barrières qui doivent être levées. La République, elle doit retourner dans les quartiers. on voit, moi ce que je voulais mettre en avant, lorsqu'on parle de politique de la ville, on parle de cité Mhm, urbaine, on parle, c'est un peu devenu dans le regard du public péjoratif, parce que forcément, c'est que la mhm, cité va mal. Mais ça, c'est une chose. Mais quand on regarde, alors je vais prendre un exemple que connaît mhm. bien Jana Mdoama, c'est le quartier donc du Gol, Oui, où il y a un projet de oui, rénovation, en tout cas. Vous avez mis en place le Grand Causé, partir oui. à la rencontre de la population pour voir comment ce quartier doit être bâti, rénové et être, je Mhm. dirais, fait pour eux. Comment mettre en place une politique de la ville? Comment faire en sorte que le concitoyen soit concerné? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que on arrête de faire des ghettos finalement? Bah, tout l'enjeu, il est là aujourd'hui. C'est que la politique de la ville, elle doit se construire avec les habitants. Il y a eu la réforme de 2014 qui a permis de mettre en place des conseils citoyens, mais j'estime que ces conseils citoyens, même si c'est une véritable avancée, ça ne suffit pas. Parce que quand on, dans un quartier comme le Gol, où il y a 6000 habitants qui sont concernés
par le projet de rénovation urbaine, par exemple. Quand on arrive à mettre 30 personnes dans un conseil citoyen, bien sûr qu'on fait des avancées, qu'on fait participer ces conseillers citoyens, qu'on les forme pour qu'ils nous donnent leur avis sur la transformation de leur quartier. Mais il y a encore tout un pan de la population, celle vers qui on ne va pas suffisamment, qui reste encore à l'écart. Et tout l'enjeu, c'est véritablement d'arriver à trouver les bons canaux de communication, les bons leviers pour entendre la parole de ceux qu'on n'écoute jamais, justement. Et la politique de la ville, elle est aussi un moyen de pouvoir renverser les habitudes, et plutôt que d'inviter les gens à venir à nous, c'est à nous aujourd'hui d'aller vers les gens. C'est à nous d'aller les informer, d'aller recueillir leurs propositions et de faire en sorte qu'ils puissent véritablement, non pas être spectateurs de ce qui se passe autour d'eux, mais en devenir pleinement acteurs. Si on devait prendre d'autres exemples, on peut prendre Vauban à Saint-Denis, on peut surtout prendre la Cressonnière, parce que j'allais y venir. Oui. La Cressonnière, donc, à Saint-André, cette année-là, c'était le projet porté par, entre autres, Jean-Louis Borloo, qui a été lui ministre de la ville également, faire en sorte que aujourd'hui un quartier soit à la taille humaine, c'est l'enjeu même de de Bleu, Blanc, Zèbre. Alors, Bleu, Blanc, Zèbre, notre mobilisation, c'était avant tout pour dire, il y a un mouvement au niveau national où le président de la République s'est rendu compte, suite aux premiers états généraux que Bleu, Blanc, Zèbre a impulsé à Grigny, à Roubaix, il s'est rendu compte qu'il y a un malaise dans les quartiers, il y a un malaise qui est exprimé par les élus. Donc, il a décidé de confier à Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre de la Ville. C'est lui qui, effectivement, a créé l'ANRU, a porté les premiers programmes comme la Cressonnière, mais aussi comme Ravine Blanche ou les Camélias. Enfin, c'est grâce au premier fonds de l'ANRU que ces quartiers ont pu être transformés. Donc, nous, chez les Zèbres, on s'est dit, ce mouvement-là, il ne peut pas s'arrêter aux frontières de l'Hexagone. Il faut absolument que lorsque, à Paris, on essaye de réfléchir à comment améliorer l'impact de la politique de la ville pour nos quartiers, il faut absolument que nous, à La Réunion, on puisse faire entendre notre voix, faire valoir nos spécificités et aussi faire valoir nos propositions. Vous disiez tout à l'heure que les quartiers ont une image négative, mais ce que je vois aussi dans les quartiers, c'est l'image qu'on a à de l'extérieur. C'est exactement. Mais quand on rentre dans ces quartiers, il y a en fait beaucoup de talents qui demandent qu'à être exploités, à pouvoir s'exprimer. On a beaucoup d'acteurs associatifs ou pas d'ailleurs qui essayent à leur échelle, qui portent des initiatives, qui font du sens, mais sauf qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Je prends la situation de Saint-Louis par exemple. On a 5 quartiers classés prioritaires de la politique de la ville. Ça correspond sur une commune de 54 000 habitants à 19 000 habitants. Pour ces 19 000 habitants, la contribution de l'État et la contribution de la mairie, on est à 300 000 €. C'est insuffisant. C'est insuffisant pour qu'on puisse véritablement agir pour ces populations. On est censé pouvoir amener des moyens complémentaires pour les quartiers et essayer de réduire les inégalités. Avec une enveloppe aussi maigre, on ne peut pas faire des miracles. Et aujourd'hui, dans le cadre de la mission qui est confiée à Jean-Louis Borloo, c'est ces difficultés qu'on veut bien entendu dénoncer, mais aussi c'est notre capacité à faire, puisqu'on a vraiment une capacité à faire. Il y a des projets qui sont pertinents, que ce soit dans l'éducation à la parentalité, dans l'accompagnement à la prise en main du numérique. On a des projets aussi, par exemple, autour de toute la culture urbaine, le street art, les graphes, les danses urbaines qui aujourd'hui sont devenues de véritables leviers pour recréer du lien social. Mais sauf que pour que ça ait un impact suffisant, pour que ça change véritablement la vie des gens, il faut donner beaucoup plus d'ampleur à ce mouvement. Reste qu'il y a cette démarche aujourd'hui, Bleu, Blanc, Zèbre. Vous êtes parti à Paris rencontrer donc Jean-Louis Borloo. Qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce qui va se passer? Alors, mon déplacement à Paris, il était effectivement organisé par le Mouvement national des Zèbres et il visait à me permettre de rencontrer Jean-Louis Borloo, lui faire un état des lieux de la situation et l'inviter et d'avoir sa confirmation officielle pour sa venue à nos états généraux. Donc, ça sera mardi prochain, mardi 27 février au MOCA. Lui présenter le sujet, les thématiques qu'on a choisi de mettre en avant. Et on n'est pas au stade des annonces. On est vraiment au stade d'une démarche où la parole va être donnée à tous les faiseurs du territoire. Et c'est ça le credo des Zèbres, c'est on va mettre en lumière tous les faiseurs
ils vont avoir la parole et à la fin, on va décliner des propositions, mais qui ne sont pas les miennes. Ce sont des propositions qui auront été construites avec l'ensemble des collègues élus qui ont bien voulu participer à nos rencontres de début février, des propositions qui sont issues des rencontres que j'ai pu avoir avec les associations des différentes communes de l'île et aussi des propositions qui émergeront des tables rondes des États généraux. C'est vraiment une démarche participative, inclusive, collective et c'est cette force collective-là qu'on aura à montrer à Jean-Louis Borloo lorsqu'il sera avec nous au MOCA la semaine prochaine. Sur ce qui va se passer au MOCA mardi, la question c'est, est-ce que quand les gens qui vont venir, ils vont venir pour discuter, pour échanger, pour apporter des idées ou pour voir quelle façon? C'est quoi exactement la politique de la ville? Il y a les deux dimensions. On a choisi mardi de travailler sur un thème essentiel aujourd'hui. L'un de nos plus grands défis, c'est comment réveiller la cohésion dans les quartiers. Il y aura bien entendu un temps institutionnel, avec un temps d'ouverture par les officiels, mais après, ce temps institutionnel, il sera réduit au maximum pour que sur les thèmes qui nous ont semblé essentiels, la parole puisse être donnée d'abord aux acteurs qui innovent. Il y aura des présentations, des pitchs. Les présidents d'associations ou les porteurs de projets viendront nous dire ce qu'ils font dans les quartiers et qui pourraient d'ailleurs servir d'exemple à d'autres communes. Et ensuite, il y aura un temps d'échange avec la salle où on a convié donc tous les élus, tous les partenaires institutionnels, l'État, les bailleurs. On a convié aussi toutes les associations qui sont parties prenantes dans les contrats de ville, mais aussi celles qui, sans être dans les contrats de ville, travaillent sur les sujets de la cohésion. Et aussi les conseillers citoyens, les habitants. J'ai dit, c'est une séquence qui est ouverte et la parole sera libérée, elle sera partagée avec l'ensemble des acteurs qui seront présents. Quand on dit la parole sera libérée, dans le grand causé que vous avez mis en place pour le quartier du Golfe, comment ça s'est passé? Alors, le Grand Causé, c'était une initiative donc, dans le cadre du projet de rénovation urbaine du Golfe. On se devait de faire de la cohésion. Je veux juste rappeler quelque chose. Tout à l'heure, on avait dit ANRU, on n'a pas donné l'explication. C'est l'Agence nationale donc, pour la rénovation urbaine. Exactement. Voilà, on se prend à parler avec des sigles qu'il faut encore expliquer. Ouais. Donc, le Grand Causé, c'était une manière de dire, d'inviter la population, c'était de mémoire le 15 juillet, à se mettre dans la peau de l'aménageur. On avait c'était une opération carte sur table où les habitants nous ont dit sur telle partie du quartier, on aimerait pouvoir bénéficier de tel équipement public, puisque dans ces quartiers, il manque d'équipements sportifs, il manque de lieux de vie pour accueillir les activités des associations, il manque aussi des équipements, on va dire, structurants, il faut refaire les écoles, il faut refaire les routes, on a un enjeu pour faire venir notamment le transport commun en site propre, il y a l'activité économique également qu'il faut relancer. Donc, au moment du Grand Causé, ce sont les habitants qui nous ont dit leur vision, à l'aide des cartes, comme un expert, voilà là où il faudrait, de leur point de vue à eux, de leur vécu, de leur connaissance fine du quartier, parce que c'est eux qui le vivent, comment ils voient le développement du quartier. Et généralement, quand on met en place ce genre de projet, on donne la parole aux citoyens pour voir quel quartier ils voudraient avoir. Qu'est-ce qui en ressort généralement ? Qu'est-ce qu'ils demandent? Des crèches? Ils demandent ils demandent des gymnases, ils demandent des maisons des associations, ils demandent des médiathèques, ils demandent des routes mieux structurées. Il y a beaucoup de demandes sur le logement. C'est un sujet important, notamment l'accession à la propriété, de pouvoir ne plus vivre forcément dans des barres d'immeubles enfermés. Ils demandent des espaces de respiration dans les quartiers, pour pouvoir avoir aussi une vie en plein air urbaine digne de ce nom. Donc, les habitants, ils aiment leur quartier. Ils demandent aussi à ce que leurs traditions soient respectées. C'est important. Et dans un quartier comme le Golfe, il y a beaucoup de traditions il va falloir réussir à transformer ce quartier-là sans pour autant oublier nos racines, puisqu'on ne peut pas évoluer si on oublie les racines. Donc, les habitants, ils sont vraiment une valeur ajoutée dans la construction de ce projet. Et quand on dit que les habitants, mais comment amener justement les habitants à libérer la parole, à dire ce qu'ils pensent, à dire comment ils voient leur quartier? Parce que c'est peut-être ça le déclic le plus difficile à mettre en place. Eh bien, tout simplement, d'abord en ayant un discours clair, en ne faisant pas de promesses qu'on ne peut pas tenir et en créant ces temps, ces espaces de dialogue. Il y a par exemple
la maison de projet, qui est la maison du projet elle-même, qui a été mise en place, où les habitants peuvent venir prendre des informations. Mais il y a aussi ces temps où c'est à nous d'aller chez eux. Dans d'autres périodes, on sait le faire. On sait aller toquer à la porte des gens. Et ben quand on est aussi en période non électorale, il faut aussi pouvoir prendre son bâton de pèlerin et aller à la rencontre de la population chez elle pour parler de ces projets-là. Pour avoir fait un reportage sur un des grands causiers à Saint-Louis, il y a quelque chose quand même je veux dire, qui sort de l'ordinaire, enfin qui sort de l'ordinaire. Je pense qu'on le verrait souvent si on le faisait, c'est que les gens ont des choses à dire, ils ont des idées et ils savent ce qu'ils veulent pour leur quartier. Il y a ce qu'on appelle un savoir d'usage. Les gens sont attachés à leur quartier, ils vivent dans leur quartier, ils ont envie de réussir. Il ne faut pas croire que parce qu'on est dans des quartiers populaires, qu'on est forcément fataliste, qu'on croit qu'on est condamné à l'échec. On sait qu'on peut réussir. C'est juste qu'il faut qu'on trouve les bons leviers au bon moment pour pouvoir justement faire valoir nos idées, récupérer les moyens qu'il faut. Et l'ANRU, c'est des moyens pour développer nos projets concrètement. Et développer les projets, par contre, il faut non seulement des projets, mais il faut créer ce qu'on appelle d'une part la mixité sociale, et d'autre part, il faut amener un monde économique, que ce soit économique et social ou circulaire, mais en tout cas, qui est quelque chose qui produit de l'activité, qui produit des emplois. Et ça, je crois que c'est le plus difficile à faire. C'est effectivement l'un des sujets qui constitue un défi. On se rend compte que sur tout ce qui est accompagnement au développement économique, accompagnement vers l'insertion professionnelle, aujourd'hui, les moyens ne sont pas suffisants. Et il y a des leviers qui pourront être activés. Je pense aux clauses sociales d'insertion, je pense à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire non pas rêver forcément grande entreprise, mais comment permettre à chaque individu qui est porteur d'un projet de création d'activité, de pouvoir monter sa propre boîte pour qu'il trouve aussi, aujourd'hui, on a des gens qui ont des savoir-faire, qui ont des idées, mais ce qui manque, c'est les structures suffisantes pour les accompagner à concrétiser tout ça. Il y a des financements, mais les financements sont parfois soit réservés à un certain âge. Passé 30 ans, on n'a plus accès aux aides forcément à la création d'entreprises, ou alors les financements sont sur des gros tickets pour des gros projets. On a besoin dans les quartiers de pouvoir avoir des petites aides économiques pour permettre à un jeune de quartier de devenir demain entrepreneur et créer son propre emploi. Qui peut participer au forum qui aura lieu au MOCA mardi? D'abord, j'estime que le forum du MOCA, il concerne avant tout les habitants des 13 communes de La Réunion, des 49 quartiers qui sont classés prioritaires politiques de la ville. Mais ensuite, au-delà de cette cible prioritaire-là, ces 13 communes, c'est Saint-Pierre, c'est Saint-Louis, c'est Saint-Leu, c'est Saint-Paul, Le Port, Saint-Denis, Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, le Tampon également. Donc, c'est les habitants de ces communes-là qui ont un dispositif politique de la ville chez eux, mais c'est aussi tous les acteurs des autres communes qui travaillent sur la cohésion sociale, sur la présence sociale de proximité, sur le numérique, sur comment réinventer le modèle associatif. C'est tous les Réunionnais qui ont quelque chose à apporter, un nouveau souffle à apporter à nos quartiers, qu'on sera ravis d'accueillir au MOCA. Et vous me demandez en début d'émission, c'est quoi un zèbre? Eh bien justement, derrière toutes ces personnes qui ont envie d'agir, moi je vois des zèbres potentiels. Et c'est toutes ces personnes qu'on attend pour venir avec nous aider à mener une réflexion collective, faire des propositions fortes pour que la voix de la Réunion soit entendue dans la mission de Jean-Louis Borloo pour donner un nouvel élan à la politique de la ville. Est-ce que, de manière concrète, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui peut aboutir, à quoi ça peut aboutir ce genre de projet? Parce qu'il faut d'abord concrétiser le projet, le mettre sur papier, et derrière, et après, il faut chercher le financement. De manière très concrète, on est pour le moment au stade de la mobilisation et des propositions. Ensuite, notre cahier des doléances, on va l'appeler comme ça, il sera remis donc à Jean-Louis Borloo, qui lui se chargera de l'examiner, de voir quelle suite il compte y réserver dans son propre rapport, qui sera remis à Emmanuel Macron. Il y aura des projets bien ciblés qui seront mis en avant et on aura les réponses du président Macron
Normalement, si j'ai bien compris le processus, c'est d'ici la fin mars, à l'occasion d'un conseil présidentiel des villes. Et on verra quelles suites auront été réservées aux propositions de Jean-Louis Borloo, que ce soit sur le fond ou en termes de moyens budgétaires. Derrière tout ça, il y a aussi j'allais dire, à 2 ans des municipales, Mhm. il y a également un enjeu. Ce sont ces municipales, justement. Comment fédérer toutes les communes et tous les bords politiques autour de ce projet sans créer, je dirais, d'ambiguïté? Bah justement, c'est pas simple de fédérer au-delà des partis politiques. Mais j'estime qu'il faut oser le faire. Et par le biais de ces mouvements citoyens comme Bleu, Blanc, Zèbre, qui sont installés nationalement, qui ont vraiment fait preuve de leur capacité à agir au-delà des partis politiques, c'est une occasion pour aller à la rencontre des autres collègues et de leur dire que quand on parle quartier populaire, il n'y a pas de couleur politique. Les difficultés, elles sont tellement immenses, les gens souffrent dans leur maison. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne sur des sujets comme la politique de la ville. C'est une occasion de montrer qu'on est des élus responsables et qu'on est capable de se rassembler sur les sujets majeurs. Ça, un vœu pieux. C'est un vœu pieux. C'est Parce que pas un vœu pieux puisqu'on a commencé à le faire et qu'à Saint-Louis, le 3 février, j'avais réuni des collègues élus des communes de gauche comme de communes de droite. Donc c'est déjà en marche. Et les collègues me disent, plutôt qu'on reste chacun dans notre coin à ressasser nos difficultés et à essayer modestement de faire avancer, il y a un intérêt à se mettre en réseau, il y a un intérêt à partager. Les réussites de Saint-Louis peuvent inspirer les réussites de la possession et inversement. là, je suis, je reviens sur ma question. C'est vrai que, mais c'est pas aussi facile à mettre en place. C'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut se résigner et ne pas y aller. Rien n'est facile quand on essaye de faire bouger des lignes. Mais justement, il faut donner toute l'énergie qu'on a pour essayer d'y arriver. Et l'essentiel, c'est bien de tenter des choses. C'est pas de rester les bras croisés, c'est d'essayer de fédérer. Qu'est-ce que l'image d'un homme comme Jean-Louis Borloo, ou le symbolisme qu'il peut Alors, apporter, peut justement amener à ce projet, peut vous aider à avancer avec Bleu Blanc Zèbre? bah, de Jean-Louis Borloo, moi je retiens surtout sa fibre humaine, sa fibre sociale. C'est quand même Jean-Louis Borloo qui a porté les premières lois de cohésion sociale. On est dans un contexte où on se dit, de manière globale, hein, nationalement, c'est comme si le gouvernement s'occupait plus du capital, de ceux qui ont de l'argent, que de l'humain. Jean-Louis Borloo, justement, il s'occupe de l'humain. Il l'a montré quand il était ministre. Le programme de réussite éducative dans les zones d'éducation prioritaire, c'est Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire des moyens spécifiques pour les jeunes qui sont dans les quartiers les plus compliqués de pouvoir être mieux accompagnés à l'école. Il y a, je pense, on a parlé de l'ANRU, mais Jean-Louis Borloo, c'est quand même avant tout celui qui porte véritablement une fibre sociale qui, par les temps qui courent, on a besoin d'entendre ce côté social, ce côté humain. C'est pas le capital qui compte, c'est l'humain. C'est une chose, mais de l'autre côté, vous avez aussi un défi, un challenge. Mhm. C'est faire en sorte que, d'accord, vous ayez des moyens, mais il faut aussi qu'en face, les citoyens se bougent, font des Exactement. efforts, et qu'en tout cas, montrent l'envie de changer les choses avec vous. C'est exactement la vocation de Bleu Blanc Zèbre. C'est d'inviter les citoyens qui ont envie de faire bouger les choses, leur offrir un espace pour s'exprimer. Et Et il y aura les états généraux du 27 février, mais on ne s'arrêtera pas là. Parce que tout l'enjeu de ce genre de démarche, c'est de ne pas se limiter à un coup d'essai, hein, à un seul rassemblement, mais de garder cette dynamique tout au long de l'année. On organisera d'autres temps d'échange sur d'autres thématiques, d'autres temps de partage. ce qui veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, après Mhm. ces échanges au MOCA, cet événement, ce forum, ça veut dire que Johanna Mdoma va continuer à prendre son bâton de pèlerin, à aller dans les quartiers, à aller dans les différentes communes, Mhm. pour essayer de faire adhérer le plus de monde à ce projet Bleu Blanc Zèbre. Exactement, on est en train de s'organiser pour que on puisse avoir une petite équipe Bleu Blanc Zèbre derrière qui nous accompagnera d'abord dans le suivi de ce qui aura été dit aux États généraux. Ça sera l'enjeu immédiat,
mais aussi ensuite dans la structuration de Bleu, Blanc, Zèbre. Tout au long il y aura d'autres thèmes. Les associations nous ont dit, on va causer cohésion sociale donc mardi. On va aussi organiser d'autres temps pour que d'autres sujets qui nous préoccupent, on a parlé développement économique, on a parlé cadre de vie, on doit parler aussi environnement. Donc pour que sur tous ces sujets, on puisse encore se retrouver et partager dans le même état d'esprit. En tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus avec vous. On fera le bilan de ce qui s'est passé au MOCA, pour un petit peu qu'est-ce qu'il en est ressorti. On espère avoir d'autres personnes en même temps que vous sur le plateau pour en parler. Merci, Joanna Mdoma. Je rappelle donc que vous êtes... Merci à vous, monsieur Ramoudou. Merci à Télécréole. Adjointe au maire, donc, au maire de Saint-Louis. Vous êtes également conseillère régionale dans la majorité. Donc, mardi, donc, il y a cette... Mardi 27 février, les états généraux de la politique de la ville. Allons mettre la main ensemble pour réveiller la cohésion dans nos quartiers. Et c'est à partir de 8h30 sur toute la journée. Merci. Nous, on va passer toujours politique de la ville. C'est le dynamisme. Le politique de la ville, c'est aussi le dynamisme du tissu associatif d'une ville. Sans doute plus encore aujourd'hui, car les moyens diminuent et l'engagement citoyen doit être encore plus fort. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Vanessa Miranville, maire de la Possession, à ses concitoyens. Le dynamisme, donc, c'est un tissu associatif, je le disais, qui s'est largement dynamisé, justement, avec des actions quand même significatives tout au long de l'année, et notamment un événement phare qui est le Forum des associations, qui a lieu au mois de septembre et auquel je vous invite à participer si vous voulez vous décider à commencer une nouvelle activité ou à partager une nouvelle activité, donc vous investir dans une association. Dans le domaine sportif également, avec l'action du challenge des seniors. Et il faut noter que nos seniors sont lauréats, enfin champions de la Réunion. Donc sur les 24 communes, les seniors possessionnés sont les plus dynamiques, les plus en forme, et ils ont gagné le challenge cette année. Donc je pense que ça mérite, pour tous les seniors qui sont là, un grand bravo. Et comme je leur ai dit, le plus dur n'est pas d'arriver là où ils sont arrivés. Et le plus dur maintenant, c'est de rester là-haut sur la première marche. Donc ça, c'est un autre challenge pour l'année 2018. Foulée semi-nocturne, nuit de la glisse, fête cœur de ville, 10 jours de bien-être. Donc on a, et j'en passe, on a plus de 300 événements. Donc je vois certains acteurs, donc qui est l'instance de participation citoyenne qui était là pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui ont participé avec nous au planning des événements du premier semestre et qui nous ont dit « Ah oui, quand même, il y a tout ça ». Et donc oui, il y a plus de 300 événements sur une année en moyenne. Et ce sont des événements qui permettent à chacun de trouver, on va dire, son plaisir. À travers la valorisation aussi de notre patrimoine, donc avec la semaine créole notamment, avec le mois du développement durable. Normalement c'est une semaine, mais bon, nous on est plus écolos que les écolos, donc on a fait un mois carrément. Et les actions autres telles que Allons marche ensemble, qui ont lieu tous les 2 mois et qui permettent d'aller découvrir la beauté de la Possession de la Réunion. Les initiatives citoyennes, donc le café citoyen qui a lieu une fois par mois, le 3e vendredi à la Maison Payette, au Voisins Solidaires, qui est une nouvelle action qu'on a lancée fin 2017, parce que je me souviens d'avoir vu dans un reportage que le degré de bonheur, j'étais très surprise, et peut-être que vous les avez les lettres, est largement lié au degré de complicité qu'on peut avoir, enfin de convivialité qu'on peut avoir avec ses voisins. Voilà. Souvent on se dit bah non, le bonheur c'est en fonction de ma famille, éventuellement des collègues, enfin le boulot. Bah non. Et on oublie une 3e catégorie de gens, ce sont les voisins. Parce que quand on se sent bien avec ses voisins, c'est-à-dire qu'on sait que si on a un petit pépin, on va pouvoir compter sur un voisin. Ou inversement, on sait qu'on est là pour un voisin si lui a un pépin. Et bien sûr, le bonheur est encore plus lié au fait de donner qu'au fait de recevoir. Voilà, tout ça crée vraiment un sentiment de bien-être. C'est donc retour sur ce plateau pour parler cette fois-ci politique et cette fois-ci bonsoir Yvon Rouge. Bonsoir Gismé. Comment ça va? Très bien. Et votre invité?
Elle va très bien aussi, c'est ça la question? Non, non. Ah bon, Qui d'accord, est c'est votre Virginie Gobalou, pardon. Virginie Gobalou, qu'on ne présente pas, Jesmine, Oui. c'est une élue du conseil régional. Oui, Elle était au groupe Le Rassemblement avec Huguette Bello, mais elle c'est l'a ça. quitté là, vendredi dernier à la session plénière parce qu'elle a créé un groupe avec Axel Vienne qui s'appelle Progrès 974. C'est ça? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Montrouge. Bonsoir, Monsieur Ramoudou. Oui, eh ben, effectivement. Pourquoi ce groupe? Pourquoi ce groupe Il y a 2 personnes dans le groupe. Ben voilà, Enfin, il y c'est a autorisé deux. par la loi, hein, Il y a c'est 2 normal, élus. ouais. Pour faire un groupe, pour constituer un groupe au conseil régional, il suffit d'être 2 élus. Nous Il étions faudra juste 2 rappeler élus. qu'il y a 3 groupes de 2 élus. Voilà, il y a Ah oui. 2 Au groupes conseil de 2 régional. élus. Il y a deux Il y a groupes de deux 3 élus. groupes de 2 élus. 3 groupes de 2 groupes. élus. Il y a Ah le oui. groupe de Monsieur Andal, le groupe de Jacques Waro, et Oui. puis le groupe d'Axel Vienne et de moi-même. Et vous-même, Nous étions à 2 élus. Ce qui s'est passé, c'est que nous étions à 16 élus sur la liste du rassemblement, après les élections de 2015, les Oui. élections régionales de 2015. Il y a une séparation en 2 groupes. Il y a eu le groupe du rassemblement, je faisais partie de ce groupe-là, qui était mené par Huguette Bello. Bello. Ensuite, il y a eu le deuxième avec le LPA de Thierry Robert. Et à la démission de Thierry Robert, c'est Mme Nabeneza qui a pris La tête la du responsabilité, groupe, donc la tête du groupe. Ce qui s'est passé vendredi, c'est que, faute de consensus sur une liste unique à la commission permanente, nous avons décidé, Axel Vienne et moi-même, puisque comme nous avons perdu un élu, en la personne de M. Jean-Alain Cadet qui a rejoint la majorité, il restait 8 élus au sein du groupe Le Rassemblement. Et les 2 élus qui étaient en tête pour siéger à la commission permanente, c'est Gilbert Annette et Patricia Profil, ouais. Patricia Profil qui est de l'Est. Et Axel Vienne aurait perdu son siège à la commission permanente. Nous sommes en plein développement. Il y a quand même un essor économique très important dans le sud. Nous avons quand même des opérations qui sont en cours, à savoir la zone d'activité de Pierrefonds, l'aéroport de Pierrefonds, la déviation de Saint-Joseph et tous les projets qui sont sur le territoire sud. Je ne parle pas uniquement de Saint-Pierre. Il fallait un conseiller régional de l'opposition pour siéger au sein de cette commission permanente. Et nous, c'est Axel Vienne. On va juste rappeler quand même que le Sud est quand même bien représenté au sein de cette présidence, puisque le premier vice-président, c'est Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, que le deuxième adjoint, que la deuxième vice-présidente, c'est Yolène Coste, première adjointe au maire de l'Étang-Salé. Donc montrer que le Sud, quand même, apparemment, est... Oui, mais ça, c'est pour la majorité. Pour la majorité. Mais elle parle voilà, effectivement nous parlons de l'opposition. C'est normal, mais comme il n'y a pas eu cet accord, l'entente avec la responsable, la tête de liste du rassemblement, puisqu'il fallait que le Nord soit présent et l'Est. Moi, je ne remets pas en cause les compétences de Patricia Profil. C'est une bonne élue. Elle siège dans l'opposition et elle défend les dossiers qui sont à la région. Mais il fallait quand même que Axel Vienne soit aussi présent. D'accord. Mais vous savez maintenant, aujourd'hui, vous le savez, et peut-être vous le saviez avant aussi, que le fait de présenter une liste avec 2 groupes, Axel Vienne en tête, et de l'autre côté, il y a eu la liste avec Jacques Waro et Léopoldine Setama, résultat des courses, il y a Karine Nabeneza qui a été éjectée. Qu'est-ce que ça vous fait? Nous n'étions pas dans la stratégie. Nous n'étions pas de la stratégie d'exclure Karine Nabeneza. Ce n'était pas dans nos intentions de l'exclure. Nous, notre but à nous, l'objectif premier, c'était qu'il y ait un représentant du Sud. Et ce représentant, c'est le Progrès, puisque j'ai rejoint le Progrès et je n'ignore pas non plus que quand j'étais candidate aux législatives, c'est Patrick Le Breton, effectivement, vous étiez sous l'étiquette, vous êtes présenté avec l'étiquette Progrès. Et Axel Vienne et l'ensemble des militants et des élus de Saint-Joseph aussi m'ont soutenu lors de cette campagne. Donc il fallait aussi quand même qu'il y ait une solidarité aussi et une reconnaissance du travail qu'Axel Vienne a entrepris aussi depuis son élection à la région au sein de la commission permanente, parce qu'il faisait partie de la commission permanente déjà. Mais voilà. On a quand même cette impression-là. Si Karine Nabeneza n'y est plus aujourd'hui, et vous connaissez son travail, vous connaissez ses interventions au sein de la commission permanente, c'était vraiment une opposante à Didier Robert qui n'hésitait pas à monter au créneau sur des dossiers. Elle avait un rôle de vigie, quoi. Elle regardait tous les dossiers qui passaient, etc. Mais vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que
y aura finalement plus d'opposition. Ah non, je fais confiance à Axel Vienne. Je fais confiance à Axel Vienne. Je sais qu'il sera présent et qu'il défendra les intérêts du Sud. Maintenant, dire que Mme Nabeneza assurait seule l'opposition et la garde de vigie. Enfin, je ne dis pas seule, mais au moins... Je peux vous assurer qu'au sein du Rassemblement, il y avait aussi Mme Bello, il y avait aussi moi-même, et on prenait la parole et on défendait l'intérêt des communes de La Réunion lors des instances plénières à la région. Je veux dire, on était quand même un groupe où quand il s'agissait de défendre l'intérêt général de La Réunion, on le faisait. D'accord. Mais est-ce que vous êtes allé créer ce groupe avec M. Vienne? Parce qu'effectivement, vous l'avez expliqué, c'est le progrès, c'est de Patrick Le Breton. Oui. Vous vous êtes présenté aux législatives dans la 4e circonscription avec cette étiquette. Oui. Et vous n'avez pas été soutenu par le PS de Philippe Leconstant, de Gilbert Annette. Non. Mais on sait que vous étiez dans le groupe Le Rassemblement où il y avait également Gilbert Annette. Mais c'est une façon pour vous de vous démarquer de Gilbert Annette aussi? Non, pas du tout. Mais après, vous savez, Monsieur Moreau, gens politiques, il faut aussi savoir prendre ses décisions. Moi, j'y suis depuis 30 ans en tant que militante. Je ne me reconnais pas comme un dinosaure, mais je me reconnais comme cette militante qui, quand elle s'est engagée en politique, moi, j'ai souhaité m'investir pour La Réunion. Il n'était pas question. Et puis, j'avais plus les oreilles du Parti socialiste. Ça, je ne vais pas le cacher. Je l'ai dit à la presse. Je n'avais plus les oreilles du Parti socialiste. On ne s'entendait plus non plus sur les aménagements de La Réunion, particulièrement l'aménagement dans le Sud. J'étais l'une des seules élues de la région qui défendait, qui a défendu et qui défend toujours avec Jacques Ouaro et Axel Vienne le projet de l'aéroport de Terre-Sainte. Nous avons besoin de financement de la région. Et il n'était pas question non plus, compte tenu de la vendetta politique qu'il y a entre Michel Fontaine et Didier Robert, que le Sud ne soit pas représenté. Je me répète, je le sais. Je me répète, je le sais. Mais je n'avais plus non plus les oreilles du Parti socialiste. Je ne vais pas me le cacher. Moi, j'ai un franc-parler. Ça peut être direct, ça peut faire mal, mais je n'avais plus les oreilles du Parti socialiste. En tout cas, vous portez toujours les couleurs du PS. Je porte cette couleur-là. C'est quand même une couleur lumière. C'est quand même une couleur significative pour moi. Et quand on est élu, il faut se mettre aussi dans la lumière et il ne faut pas rester dans l'ombre. Et Virginie Gobalou, elle a décidé, depuis un bon moment déjà, depuis 2008, de se mettre au service de la population. Qui me contredira, Virginie Gobalou est une lumière sur le plateau. Et où c'est un fanal. Donc, je disais que qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous avez choisi Gilbert Annette et le PS par rapport à Patrick Le Breton à 2017 où vous avez choisi après Patrick Le Breton par rapport à Gilbert Annette? Écoutez, en 2017, il était question que je sois candidate dans la 7e circonscription. Moi, je ne me voyais pas dans la 7e circonscription. Et je me suis dit, au sein du Conseil fédéral, si Patrick Le Breton se présente comme tête de liste aux élections législatives, je le soutiendrai. Il n'est pas question que cette circonscription-là bascule à droite. Et j'ai rejoint Patrick Le Breton parce que nous étions les deux, mais vraiment les deux, au sein de moi pour le Parti socialiste et lui pour le Progrès, à soutenir la candidature de Benoît Hamon. Nous sommes restés fidèles aux primaires et c'est la raison pour laquelle moi j'ai rejoint Patrick Le Breton. Pareil, pour son franc-parler. Et puis je pense que lui, il est resté aussi fidèle à ses valeurs. Mais est-ce que vous avez rendu votre carte du PS, Mme Gobalou? Je n'ai pas renouvelé mon adhésion depuis 2017. D'accord, donc là vous êtes Progrès à 100%. Je n'ai pas pris encore d'adhésion au Progrès parce qu'il faut attendre la prochaine Assemblée générale pour que je puisse m'adhérer. On va juste rappeler quand même que Patrick Le Breton a toujours sa carte du PS, mais au niveau national. Écoutez, je ne peux pas vous répondre à ce sujet. Je ne peux pas répondre à la place de monsieur. Quelle va être, après on va parler un petit peu du Sud et notamment de Saint-Pierre, parce que vous êtes membre de l'opposition municipale, un membre très actif d'ailleurs. Très actif. Au sein du conseil municipal. Mais on va reparler un petit peu de la région. Quelle sera votre position à la région? Votre attitude, ça va être l'opposition systématique ou sinon on a quand même bien compris je sais pas, ça se passe bien entre vous et la majorité, Didier Robert. Ah, vous pouvez pas dire ça, Monsieur Moreau. Enfin, je veux dire, quand je dis vous, pas vous personnellement, mais vous, Axel Vienne, Jacques Ouaro, Patrick Le Breton. Écoutez, moi, je siège dans la commission des grands chantiers, la commission où on parle de la nouvelle route du littoral, du réseau routier, de l'aménagement du territoire, de la route de Sillaos. Donc, je suis quand même dans une commission qui a toute sa place et il faut être assidu dans cette commission et j'y vais un mardi sur deux s'il faut
fois les 2 mardis, donc j'y vais. Mhm. Et là, j'ai pris la commission Finances Affaires Générales, parce qu'il fallait quand même que l'opposition soit présente pour notre groupe à nous, Progrès 974, dans cette commission. Mhm. J'assumerai mon rôle d'élu de l'opposition. Quand le dossier qui passe, la délibération qui passe, le contenu du rapport est bon pour la réunion, je le validerai. Mais quand le contenu du rapport ne va pas dans le sens de l'intérêt général, je m'y opposerai, comme je le fais habituellement, aussi bien au sein du conseil municipal de Saint-Pierre, au sein de la Civis et au sein de la région. Je serai cet élu de l'opposition qui est aussi dans la construction. Parce que je suis aussi, moi, dans la construction de la Réunion. Et je pense que l'étiquette politique, c'est vrai, certes, il faut savoir le mettre de côté, cette étiquette, mais travailler pour la Réunion. Mais j'assumerai mon rôle d'élu de l'opposition qui veut que la Réunion aussi avance. Pour continuer ce que disait Yves Montrouge, il y a quand même une réalité. Je veux dire que si on regarde la position de la région aujourd'hui, surtout de Didier Robert, qui fait de Jean-Gaël Anda un opposant à Michel Fontaine. Vous êtes opposante à Michel Fontaine. Oui. La préparation des municipales 2020 a déjà commencé. Vous allez vous situer comment par rapport à Michel Fontaine et comment par rapport à Jean-Gaël Anda? Je garde mon ADN, monsieur Ramoudou. Je suis une élue progressiste. Je suis une élue progressiste. Didier Robert revendique lui aussi les progressistes maintenant, vous l'avez entendu. C'est Didier Robert qui a parlé, c'est pas moi qui ai parlé, c'est le discours de Didier Robert. Moi, pour ma part, je reste cette élue progressiste. Je suis la seule à porter l'opposition municipale à Saint-Pierre. Je suis assidue aussi bien dans les conseils municipaux, dans les commissions thématiques. Quand il faut partir au CCAS, dans les dossiers siégés au CCAS, je le fais également. Quand il faut aller au conseil communautaire, assister donc aux séances du conseil communautaire, j'y vais. Et je suis seule à provoquer ce débat contre-argumentaire avec le président de la Civis et le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. Jean-Gaël Anda est opposant aussi à Saint-Pierre. Écoutez, il est opposant, il fait aussi son rôle d'opposant, mais je ne parlerai pas à la place de Jean-Gaël Anda. Est-ce que vous allez vous retrouver pour les municipales de 2020 Tout dépendra du contexte. Tout dépendra du contexte. Moi, je pense que j'ai été sur une liste en 2014. Quel a été le contexte qui vous a amené à être ensemble pour 2015 sur la liste régionale? Le contexte, c'est qu'il y a eu un accord qui a été passé entre le Parti socialiste et le PLR du Guet-Bello. Nous avons assumé, moi j'ai assumé, je fais la campagne. C'est pas une critique. Est-ce que ce contexte-là peut se reproduire pour les je pense que la gauche, toutes les forces progressives ont raison de se rassembler. Rassembler et sur une même liste si nous voulons qu'il y ait ce renouvellement de politique, de gestion municipale à Saint-Pierre. Et nous avons tout intérêt à se rassembler aussi bien le PLR, aussi bien les Verts, aussi bien que... Finalement, vous avez une même cible, c'est Michel Fontaine. Oui, nous avons l'adversaire, c'est le maire sortant. Et vous avez un même objectif, c'est de le sortir de la municipalité. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on travaille justement avec les Saint-Pierrois pour que les Saint-Pierrois aussi prennent leurs responsabilités et travaillent aussi avec nous et nous fassent confiance. Il nous faut ce rassemblement. Et vous serez aidé par Didier Robert? Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur En tout cas, lui, il a désigné clairement son adversaire. Il a parlé de l'opposition de Saint-Pierre. À aucun moment, Didier Robert m'a appelé pour me dire, Madame Goubalou, est-ce que vous voulez l'aide de la région? Je n'ai pas demandé ça à Didier Robert. Il est élu président de la région. Il m'appelle, il aura l'occasion de me voir en séance publique. Mais comme il est président de région, je suis désolée, quand on est président de région, on n'est pas président d'un camp, on est président de toute une population. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, Madame Gobalouche? Vous avez vu cette vidéo comme de nombreux Réunionnais dans laquelle il traite Michel Fontaine, Jean-Paul Virapoulet, Tiana Koun de dinosaures en disant que cette époque est révolue, il faut arrêter avec ça, lui il est progressiste, il faut laisser les conservateurs de côté, etc. Quel regard vous portez? Écoutez, ça c'est le discours de Didier Robert, qui est propre à Didier Robert. Maintenant, il assume son discours, il assume ce qu'il a dit, et moi j'ai pas à me mêler de comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette vendetta politique. De cette vengeance entre vous dites ça, c'est un problème qui concerne la droite? Ça concerne la droite. Ça concerne la droite et que les Réunionnais, eux, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de voir ce combat. Ce qu'ils attendent de nous, les politiques, c'est qu'on prenne nos responsabilités. Nous, les élus, ils nous ont donné un mandat. C'est à nous maintenant d'assumer un mandat. Moi, ce que je réclamerai à la région, c'est les moyens pour le Sud. Nous avons besoin de plus de 3 millions pour sécuriser la piste de Pierrefonds. Nous avons besoin du FEDER pour le TCSP de Saint-Pierre. Nous avons besoin aussi du plan régional de relance. Et là, il faudrait que ce plan soit distribué de manière équitable.
sur les 4 régions de la Réunion. Je ne rentrerai pas dans une guerre d'hommes politiques avec la droite. Ils ont été d'accord pour faire leur plateforme et moi, je reste à ma place, cet élu. C'est peut-être une guerre politique, Virginie Goubalou, mais il y a deux choses qui sont importantes. Oui. Un, c'est le traitement des déchets sur le sud, Oui. avec Ileva. De l'autre, il y a bien sûr l'aéroport de Pierrefonds, Bien sûr. où la région veut aussi avoir son mot à dire. Comment allez-vous travailler justement pour que, aussi bien parce que vous avez entendu que la position de Didier Robert sur tout ce qui est réduction des déchets et traitement des déchets à La Réunion, en tout cas, il n'est pas prêt à donner de l'argent n'importe comment et à n'importe qui. Et on le voit aussi, par exemple, sur l'aéroport, le clash qu'il y a eu il y a quelque temps à son retour des États-Unis en disant que l'aéroport a été mal géré. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la région, justement, pour apporter... Alors, concernant l'aéroport de Pierrefonds, je rappelle quand même qu'il s'agit là d'un engagement qui a été pris par Didier Robert pendant la campagne des régionales. Il y a eu les accords de Matignon et dans ces accords de Matignon, il y avait quand même des aides de l'État pour la nouvelle route du littoral et une partie pour l'aéroport de Pierrefonds. Et quand on a créé cette structure, je rappellerai sans cesse que cette structure, l'aéroport de Pierrefonds, a été créée avec des maires de gauche et de droite. Si on retourne à 15 ans, 18 ans en arrière, je veux dire, ces maires de droite, André-Étienne Akoun, Élie Waro à l'époque, et Claude Waro à Saint-Louis, il y avait la couture, il y avait Michel Denlon aussi, Christophe Payet, ont su dépasser le clivage politique parce qu'on avait besoin de cet outil pour relancer l'activité économique du sud, du bassin sud, voire même jusqu'à Saint-Leu, pourquoi pas au-delà de Saint-Leu. On a su dépasser les clivages politiques. Et dans sa campagne électorale, je rappelle quand même que Didier Robert, il s'est engagé à soutenir financièrement, en cas d'élection, les travaux de l'aéroport. Oui, mais sauf qu'il s'est passé des choses entre-temps. Il s'est passé des choses. Nous, les Saint-Pierrois, les sudistes, on n'a pas à faire, à entrer dans cette guerre, à subir les conséquences de cette guerre politique. Mais là, votre position en tant que sudiste, en tant que membre de l'opposition municipale, c'est compliqué pour vous. Parce que d'un côté, effectivement, vous êtes opposante à Michel Fontaine. Oui. De l'autre côté, vous êtes opposante à la région aussi, mais Didier Robert a dit que de toute façon, comme il a traité les autres là de dinosaures, que Michel Fontaine, il ne va plus nourrir les opposants parce qu'il considère Michel Fontaine comme un opposant. Mais ça veut dire que vous n'aurez plus les crédits pour le syndicat mixte. Je ne réclame pas ces crédits-là pour moi personnellement. Je réclame pour les sudistes. Je réclame aussi bien pour les administrés que pour les chefs d'entreprise. Mais comme Saint-Pierre, c'est Michel Fontaine. Les maraîchers, comme pour les agriculteurs. Nous avons besoin de ce port sec à Pierrefonds. Nous avons besoin de ce fret. Et si la région ne nous aide pas, ou le PCI prendra les sommes nécessaires, c'est-à-dire chez les contribuables. Donc Didier Robert s'est engagé. Quand on s'engage, on assume ses responsabilités pour lesquelles on s'est engagé. Le Sud a besoin de moyens. Comme je rappelle, il est président de la région Réunion. Il n'est pas président d'un camp politique. Et sinon, sur Saint-Pierre, il y a eu déjà les orientations budgétaires. Oui. Et je ne me rappelle plus exactement de vos critiques sur la situation financière à Saint-Pierre. Moi, j'ai demandé quand même au maire de Saint-Pierre, comme l'État donne moins d'argent, et que nous ne devons pas dépasser 1,2 du budget de fonctionnement en dépenses, c'est à la collectivité communale de faire en sorte de maîtriser ses dépenses. Alors, maîtriser bien sûr sur le fonctionnement et sur tous les dépenses. Mais les dépenses sont bien maîtrisées à Saint-Pierre, non? Voilà. Pas toutes les dépenses sont bien maîtrisées, malheureusement, à Saint-Pierre. Moi, j'arrête pas de prendre la parole au conseil municipal pour lui dire que je ne suis pas d'accord sur tout ce qui est frais de déplacement des élus, sur tout ce qui est conforme. Frais de déplacement hors du bien département? Sûr, hors département. Il est inadmissible qu'on puisse payer un billet d'avion pour un élu au-delà de 3 000 €, voire au-delà de 2 000 €. Tout ce qui est prise en charge financière pour le transport qui dépasse 1 200, 1 300 €, je ne vote pas. Et ça, il le sait. Il faut aussi bien maîtriser les dépenses de fonctionnement, de frais de gestion aussi du personnel, tout ce qui est voiture, tout ce qui est GSM et les frais de bouche. Et il y a d'autres dépenses aussi qui sont à maîtriser, et parce que je lui ai demandé à ce qu'il y ait une priorité dans les dépenses de fonctionnement.
puisque nous ne pouvons pas non plus alimenter le fonctionnement au détriment de l'investissement Saint-Pierre, puisque les collectivités territoriales restent quand même un acteur public très important si nous voulons donner du travail aux entreprises, que ce soit dans le sud et dans les autres communes de la Réunion. Et au niveau des projets, on a l'impression que tout ce qu'il a promis en 2014, il est dans les clous, non? Ça avance. Oh, pas tout a été fait. Moi, je me suis opposée à l'opération là qui se fait actuellement sur l'ancienne gare. Oui. L'ancienne gare qui se trouve sur le fond de mer. Pour moi, il n'est pas question que dans cette gare, on fasse une salle de jeu à côté, on accueille des enfants. Il le sait, je me permets de le dire là, puisque j'ai pris la parole en conseil municipal. Cette gare devait être transformée en animation culturelle, avec une culture vivante. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a une convention qui a été passée pour que cette gare devienne une salle de jeu. Et là, il le sait, je me suis opposée à cette gare. Il y a la piscine municipale qu'on attend toujours sur Saint-Pierre. Il y a l'aménagement peut-être parce aussi. qu'il manque la subvention de la région. Voilà, il n'y a pas que la subvention de la région, mais je pense que c'est un projet qu'il a écrit. Maintenant, il faut qu'il respecte aussi ce projet de construire cette piscine municipale. On en a besoin à Saint-Pierre. Il y a aussi la ravine des Cabris, qui est quand même aux oubliettes, l'aménagement de la ravine des Cabris. Mont-Vers-les-Hauts, qui est aussi aux oubliettes, et Grand-Bois qui se meurent petit à petit. Il y a certains quartiers de Grand-Bois qui méritent. Moi, je prendrai l'exemple sur la cité Hyacinthe et toute l'avenue du Général de Gaulle, les Hauts de Grand-Bois aussi, qui sont un peu des oubliés. Il y a Basse-Terre, il y a la RHI de Basse-Terre, mais il faut continuer à travailler. Et bientôt, il y aura aussi Bois d'Olive. L'ANRU 2 qui est sur Bois d'Olive avec les subventions de l'ancien gouvernement de François Hollande. Et il y a aussi la rivière d'abord qui s'est manifestée pendant ces pluies. Il va y avoir un projet ou pas? Mais écoutez, sur la rivière d'abord, moi je suis quand même déçue. J'ai fait part de ma déception et au président de Civis, qui est Michel Fontaine. Là, on était au conseil communautaire. Il y a la GEMAPI. Qui a été la GEMAPI, il fallait que les collectivités se prononcent avant le 14 février. GEMAPI, vous pouvez expliquer voilà, la GEMAPI, c'est pour, tout ce qui est gestion des cours d'eau, gestion des ravines. Cette compétence-là, elle a été donnée de par la loi MAPPAM et la loi NOTRe aux collectivités. Et c'est le PCI, donc la Civis, qui est chargé de cette GEMAPI. La loi dit que la collectivité est en droit de fixer une taxe. Et Saint-Pierre a décidé quand même de voter une taxe. C'est-à-dire la Civis a quand même décidé de voter cette taxe, alors que nous, à Saint-Pierre, on croule quand même sous les impôts. Et moi, je pense qu'il y a d'autres communes, qui sont aussi en difficulté financière. Rajouter une taxe supplémentaire quand on sait qu'il y a quand même des difficultés économiques et sociales à La Réunion, on l'a vu par le gouvernement Macron, avec l'instauration de la CSG, toutes les taxes qui arrivent, la baisse des salaires, des salaires aussi bien dans le public que dans le privé. Rajouter cette taxe, pour moi, n'était pas nécessaire. Moi, je lui ai proposé de faire une motion que j'aurais signée, que je signerai toujours, et d'adresser ça au gouvernement pour que la collectivité n'a pas à supporter les 35 millions de dépenses sur 5 ans pour la GEMAPI dans le sud, dans le bassin sud. D'accord. Oui, on a parlé de la région, on a parlé un peu de la commune de Saint-Pierre. Oui. Je vais vous poser une question justement, c'est par rapport au gouvernement, en sachant que vous allez certainement être appelé à faire équipe, peut-être, on ne sait jamais, au deuxième tour municipal avec En Marche, que représente Jean-Gaël Anda. Mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu des premières mesures prises par le gouvernement? Elles sont quand même impopulaires, la hausse de la CSG sur les petites retraites, l'accession, l'allocation, accession, logement, l'APL, oui. Votre avis? Écoutez, moi, c'est des mesures qui sont vraiment impopulaires. La CSG, je rencontre actuellement ceux qui bénéficient, les personnes qui ont leur petite retraite. Je rencontre aussi les salariés du privé. Et ça touche aussi le public. Quand un petit retraité qui a 800 € qui vous dit, Mme Goubalou, je suis mon 800 €, il enlève à moi tout ça, 60 €, 70 €, il fait mal. Effectivement, ça, il fait mal. Quand il enlève 70 €, déjà sur une petite retraite de 800 €. Quand on a un SMICA, on enlève autant d'argent dessus, ça il fait mal aussi. Même pour les petits fonctionnaires, les modestes de catégorie C ou de catégorie B, quand il enlève une centaine d'euros sur la paye, ça il fait mal aussi. Là, c'est la syndicaliste. Voilà, donc là, c'est la syndicaliste qui parle, et la syndicaliste, elle connaît ses dossiers parce que moi, elle est en contact avec des gens et nous voit très bien que la situation devient de plus en plus compliquée. Cette CSG-là, moi, je trouve qu'elle n'a pas sa place, et malgré
malgré les amendements qu'il y a eu, le gouvernement d'Édouard Philippe l'a quand même imposé. Ensuite, il y a l'APL. On ne peut pas supprimer l'APL. On sait très bien quand on touche à l'APL, on touche au portefeuille. On touche aussi au secteur du bâtiment. Et quand on touche au BTP, on touche aussi au secteur des petites et moyennes entreprises qui vont aussi subir les frais de l'absence de la réduction de l'APL que le gouvernement propose actuellement. Et puis, il y a le PTZ aussi, le prêt à taux zéro. C'est quand même des mesures qui sont impopulaires puisqu'on ne peut pas déshabiller un pour habiller l'autre. Ils suppriment la taxe d'habitation et les collectivités n'ont pas reçu reçu d'informations sur les mesures qui seront proposées suite à la suppression de la taxe d'habitation, suppression progressive, puisqu'il avait annoncé qu'il allait supprimer totalement dès cette année la taxe d'habitation. Donc, contre toutes ces mesures, je m'y opposerai, M. Monrouge. Il y a les salaires. On sait que le taux moyen d'augmentation sera de 2% pour l'année 2018, alors qu'apparemment la croissance repart. Le 20 novembre, je crois, il y aura donc une première mobilisation nationale. Est-ce que la syndicaliste va mobiliser autour de ça? Est-ce que la CGTR va appeler? Bien sûr, donc, moi je fais partie de la CGTR-CGT, je rajoute CGT puisque nous sommes affiliés à la CGT. Je serai dans la rue. Je serai dans la rue avec les travailleurs justement pour dénoncer ces mesures qui sont impopulaires. C'est normal. Je pense que ma place, c'est d'être aussi à côté de ces salariés aussi, qui attendent aussi de meilleures conditions de travail. N'oublions pas que la loi travail a fait beaucoup de mal et que on voit là les premiers licenciements, les premiers départs. On voit qu'aucune souplesse n'a été accordée justement pour protéger le salarié. En tout cas, on va même proposer qu'on puisse utiliser le licenciement conventionnel collectif. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, aujourd'hui, on ne protège pas assez les salariés. On donne trop de pouvoir au patronat. Moi, je trouve qu'on donne trop de pouvoir au patronat. Je dis bien, quand je dis patronat, je distingue. Il y a les grosses sociétés, les grosses filiales qui sont cotées en bourse, que je mets de côté. C'est les entreprises du CAC 40. C'est les entreprises du CAC 40. Pour moi, les petits artisans, les TPE, PME, PMI, pour moi, je les retire de cette catégorie de grosses sociétés. C'est quand même... Ils croulent sur les charges, ils croulent sur le RSI, ils croulent aussi sur des dettes parce que, quand on sait que les petites et moyennes entreprises souvent n'ont pas la possibilité de répondre au marché public, sauf s'il y a des allotissements. Et on connaît la situation actuelle à La Réunion et on sait que ces petites entreprises-là, moi, j'ai quand même l'occasion de les rencontrer et de discuter, d'échanger avec eux. Et on connaît quelles sont les difficultés puisqu'ils n'ont pas le soutien des banques. Et souvent, ils sont obligés de travailler sur leur propre capital puisque les banques ne les soutiennent pas. Et les collectivités non plus. Il faut se dire les choses. Mais Madame Gobalou, vous serez candidate, je suppose, en 2020 à Saint-Pierre? Oui, je pense, oui. Moi, je veux dire, si j'ai la santé, j'ai la vie, puisque je suis quand même, il faut quand même inclure ça dans mon... Mais si, je serai candidate. Vous êtes sur le terrain quand même assez régulièrement. Quelles sont les critiques qui reviennent contre la municipalité? Écoutez, il y a des critiques qui reviennent sur la municipalité et malheureusement, quand on critique, on met tous les élus dans le même sac. Moi, je donne quand même les arguments pour me retirer de ces élus. Je pense qu'à Saint-Pierre, il y a quand même des élus qui ont failli, qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue dogmatique, est-ce que la gauche existe toujours? Est-ce que les valeurs de gauche, c'est quelque chose d'encore réel? Sur quelle ligne, sur quelle posture, Virginie Gobalou va mener sa campagne de 2020, vers 2020 en tout cas? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du socialisme? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des valeurs que vous défendez depuis? Écoutez, moi, je suis toujours pour ces valeurs sociales et ces valeurs humaines, je crois. Je reste optimiste. Il y a toujours les valeurs... Macron a un peu bousculé les codes quand même. Macron, oui, c'est vrai, il a réussi à plier... On a vu déjà ce qui s'est passé au PS. On ne sait même plus qui est socialiste, qui n'est plus socialiste. À mettre certains partis politiques genoux à terre. Gilbert Annette lui-même dit dans les coulisses qu'il n'y a plus de PS. Oui, il n'y a plus de PS, comme ça se passe très mal aussi. Ça s'est mal passé aussi pour les Républicains. On voit ce qui se passe aussi au Front National. Maintenant, je veux dire, pour moi, c'est vrai qu'il faut différencier. Il y a la gauche et la droite.
Hein, Et il y a encore la gauche et la droite aujourd'hui? Alors, quelqu'un me disait, je reprendrai cette phrase-là d'un ancien dirigeant du PCR qui m'a formé, qui disait que la gauche, ce sont ceux qui s'investissent, qui s'engagent pour son pays, pour la Réunion. Ce sont ceux qui veulent le développement de son pays. Il y en a aussi à droite, on va quand même Oui, rester, bien sûr, mais moi, je parle pour la progressiste, Ouais, du ouais. progressiste que je suis. Voilà. Oui, mais justement, je reviens sur ma question. Comment vous allez vous rassembler? Huguette Bello, aujourd'hui, a une posture. Le Parti communiste, pour ce qu'il en reste, a une posture. Le PS est divisé en deux. D'un côté, Gilbert Annette, de l'autre, Patrick Le Breton. Comment ce qui représente, enfin, ce qui ont été des symboles de gauche peuvent se retrouver et comment vous pensez, vous, fédérer tout ce monde autour de votre candidature, sachant que vous aurez Jean Galanda face à vous pour 2020, et là Ouais. je parle dans l'opposition bien sûr. Comment vous allez faire? Comment vous allez travailler? Oui, mais moi, je me différencie de la République en marche parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs partis, enfin plusieurs valeurs dans la République en marche. Moi, je me positionne en tant que progressiste. Monsieur Anda, quand il s'est positionné, il était plus du centre droit. Hein, je veux dire, il y aura quand même une discussion, il y aura quand même une démarche qui sera engagée auprès des différents candidats parce qu'il y a aussi le Front de gauche à Saint-Pierre, il faut pas l'oublier. Hein, puisque j'ai été quand même la seule à me présenter, peut-être pas, j'étais pas sur l'étiquette du PS, mais j'avais Ouais. aussi en face de moi un candidat du Front de gauche. Il suffit qu'on discute, il suffit qu'on ramène à la table de discussion ces élus que j'estime être des progressistes, hein, des personnes qui veulent aussi s'investir pour Saint-Pierre, pour qu'on puisse s'entendre sur une liste et une tête de liste. C'est surtout ça. C'est ça qui fait défaut Oui, souvent dans là, les partis effectivement, les politiques. discussions vont être quand même assez Voilà, vives. Là. ben voilà. Après, tout va dépendre. Peut-être si vous faites une liste au premier tour, Jean-Gaël Anda fait une liste au premier tour, etc. Tout dépendra qui termine Voilà, en tête. qui termine en Parce tête que pour pouvoir pour rassembler conduire la liste des fédérer, opposants après, bien sûr. fédérer les autres, puisqu'il y a quand même un changement de discours. Moi, quand je rencontre des personnes, tout à l'heure, vous m'aviez posé la question, quelles sont les remarques, les critiques? qui reviennent, C'est effectivement, que quand on a été élu pendant 3 mandats, c'est très difficile. Il y a l'usure du pouvoir aussi, il y a cette baisse d'énergie aussi, hein, et ces promesses qu'on n'a pas su tenir aussi, qui rentrent en ligne de compte, et que avoir un 4e du premier coup pour mes tours, ça va être difficile. Je pense qu'à Saint-Pierre, les choses vont bouger, ça commence à bouger, puisque je reçois quand même... Ce que vous dites, parce qu'à chaque fois, il est quand même élu dès le premier tour. C'est Michel Fontaine. Ben, écoutez, moi, je me suis présentée en 2014. En 2014, c'est vrai que c'était son troisième mandat, oui. puisqu'il a été élu en 2001, 2008, 2014. Mais je fais confiance au Saint-Pierrois. Je vois cette évolution des mentalités, ce sentiment chez certaines personnes qui sont mécontentes. Ils disent qu'il faut changer. Ils disent qu'il faut changer. Ils disent que c'est à nous de prendre aussi nos responsabilités et qu'il faudrait changer aussi de gestion municipale à Saint-Pierre. Je fais confiance au Saint-Pierrois. Alors, on va terminer là-dessus parce qu'on a déjà dépassé d'1 minute le temps qui nous était imparti. Merci Virginie Gobalou. Je rappelle donc que vous êtes conseillère régionale dans l'opposition donc à la région Réunion. Vous êtes également conseillère municipale de Saint-Pierre dans l'opposition et également conseillère communautaire de la Civis dans l'opposition. Et syndicaliste également. Et syndicaliste, oui. Et syndicaliste, évidemment, j'allais oublier. Merci donc Virginie Gobalou. Merci Yves Montrouge. Merci à vous. Merci à Je vous Télécréole. remercie de nous avoir suivis. Merci à François et à Léna donc à la technique. Moi, je vous retrouve demain.